Bonjour à toutes et à tous. Félicitations pour vous être levés ce matin, malgré une nuit qui a peut-être été difficile à cause de la température. Donc je suis très heureux d'ouvrir cette réunion ce matin et d'accueillir une série de collègues que vous allez écouter tout au long de la journée. Et je suis vraiment très heureux de les accueillir ici. Plusieurs d'entre eux sont des collègues de longue date et je dirais même des amis. Je suis vraiment très content de les avoir à Paris pour cette réunion. Ouais. If I can say a few words in English, I welcome all the participants, and very, very nice from you to come from UK, from Denmark, from Israel. We have a colleague coming from Germany this afternoon. Alors, l'objet de cette réunion, si vous avez lu cette affiche et ce petit texte de présentation, c'est vraiment de s'interroger sur la représentation que nous avons des hommes du passé. Et cette représentation, ce n'est pas un sujet neutre du tout. Et donc, ce que je pense on va vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette représentation, elle est très dépendante de stéréotypes que nous pouvons avoir, mais des stéréotypes qui ont existé dans le passé aussi. Donc, l'idée générale, c'est que, en fait, chaque époque, depuis les débuts de la préhistoire et de l'évolution humaine, chaque époque a créé sa préhistoire et son évolution humaine. Alors, il y a des aspects qui sont des aspects, je dirais, sérieux, et je vais commencer ce matin moi-même à parler d'un aspect sérieux, qui est un aspect, je dirais, plus politique et idéologique. Mais après, il y a aussi tout l'aspect représentation dans les arts plastiques ou dans la littérature en fait, souvent, ce qui est une sorte de fantasme du passé, et parler du passé, c'est aussi parler de nous, parler du présent, parler de la nature humaine. Encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas tout à fait neutre. On finira la journée avec des contributions sur la façon dont les archéologues ou les paléontologues se représentent eux-mêmes. C'est une sorte de personnage. Vous savez, quand je suis invité à un dîner et on me demande ce que je fais comme métier, parfois les gens sont un petit peu étonnés. Je me souviens d'une dame qui m'a dit « Ah, ça existe donc ». Et donc, elle imaginait que les seuls vrais archéologues, c'était des personnages de cinéma comme Indiana Jones ou quelque chose comme ça. Et on finira aussi avec une réflexion sur la représentation des hommes du passé par eux-mêmes, et donc comment est-ce qu'ils apparaissent dans l'art paléolithique. Alors je vais sans plus attendre commencer avec ma propre présentation. Et donc je voudrais brièvement discuter avec vous de cette question, de savoir si dans la préhistoire ou dans le débat sur les origines de l'homme, il y a une dimension politique. Alors, j'espère vous convaincre qu'en fait, on pourrait enlever le point d'interrogation, c'est-à-dire que je peux tout de suite vous donner la réponse. La réponse, c'est oui, il y a une dimension politique. Alors cette dimension politique, évidemment, elle s'enracine dans un arrière-fond qui est un arrière-fond plutôt idéologique, je dirais, que politique. C'est un sujet extrêmement vaste et on pourrait passer toute la journée, en fait, sur cette thématique-là uniquement. Et comme le temps est limité, j'ai choisi de vous parler de deux exemples. Et ce sont deux exemples qui sont tirés du passé. C'est toujours beaucoup plus facile de parler du passé que du présent, mais je conclurai avec quelques mots quand même sur le présent pour vous dire qu'on n'est pas vraiment tiré d'affaire. Et donc ces deux exemples, il y en a un qui touche plutôt à la question des origines de l'homme, et donc qui est plutôt tourné vers ce qu'on appelait autrefois la paléontologie humaine, qui est de la... Enfin, maintenant, on parle plutôt de paléoanthropologie. Et puis le second exemple, c'est un exemple qui, lui,
est vraiment plutôt archéologique, mais évidemment, les deux disciplines se sont mêlées constamment au cours du temps depuis le XIXe siècle. Alors d'ailleurs, on va commencer bien avant le XIXe siècle, parce que vous allez voir que souvent, des débats qui se sont développés dans le champ des études sur l'évolution, et en particulier sur l'évolution de l'homme, en fait, s'enracinent dans un passé plus lointain et ont préexisté. Alors, en ce qui concerne donc ce premier exemple sur l'évolution humaine, il faut bien comprendre que depuis très longtemps, dans le fond, il y a un questionnement sur la question de la diversité humaine et de savoir comment est-ce qu'on comprend cette diversité. Vous êtes tous rendus compte qu'effectivement, sur Terre, il y a des hommes qui sont un petit peu différents d'une région à une autre. On l'a compris depuis les années, je dirais, 1980 par là, qu'en fait, cette diversité, c'est une diversité qui est assez cosmétique en réalité, et que tous les hommes actuels ont une origine commune très récente, et en fait, notre espèce est une espèce très homogène. Alors maintenant, quand on retourne dans un passé plus lointain, quand on retourne même pas très loin dans le passé, je dirais il y a 50 000 ans, 60 000 ans, la situation est différente, parce que là, on a une diversité qui est beaucoup plus grande, avec des formes dominées qu'on considère souvent comme des espèces différentes. En fait, dès avant Darwin, dès avant la découverte des premiers hommes fossiles, les savants ou les penseurs, d'une façon plus générale, se sont intéressés à cette question. Et donc il y a un débat qui existe depuis très longtemps en Europe. C'est un débat sur l'explication de cette diversité. Et donc, quand on remonte au XVIIIe siècle, ça a un peu existé avant déjà, en gros, il y a deux thèses qui s'opposent. Une thèse qui est une thèse monogéniste et une thèse que l'on appelle polygéniste. Alors, en gros, ce débat, il s'organise autour de deux idées. L'idée monogénique, c'est qu'il y a une origine commune à tous les hommes. Et alors, évidemment, cette origine commune de tous les hommes, elle s'enracine dans le récit biblique. Dans la Bible, la question de l'origine de l'homme est traitée de façon assez claire, et on connaît même les noms du couple originel. Donc, dans la Bible, la question de l'origine unique de l'homme ne fait aucun doute. Mais confronté à la diversité des peuplements actuels, donc il y a quand même des gens qui se sont dit, mais c'est quand même pas possible que tous les hommes descendent d'Adam et Ève. Et donc on a une thèse qui est polygéniste et qui, vous le comprenez bien, posait quelques problèmes dans un contexte où le christianisme était dominant, et la Bible était vraiment une référence en matière d'origine. Et donc on a quand même beaucoup spéculé pour savoir comment on pouvait expliquer l'origine d'autres formes humaines moins parfaites que les Européens du XVIIIe siècle. Et donc il y a tout un tas de scénarios qui ont été élaborés pour, disons, explorer des possibles qui soient compatibles avec la Bible. Et donc on a imaginé qu'à côté d'Adam et Ève, il y avait eu peut-être d'autres hommes qui avaient été le fruit de créations séparées, ou même qui avaient existé avant Adam et Ève. Donc il y a toute une variété de thèses de ce genre-là qui font appel à des pré-adamites ou à des co-adamites. Il y a même un membre du Parlement irlandais qui s'appelait Francis Dobbs, qui vivait à la fin du XVIIIe siècle, et qui a proposé une idée qui a été assez populaire pendant un moment, c'est que à côté de la progéniture d'Adam et Ève, Ève avait aussi une affaire avec le diable,
et que c'est cette affaire avec le diable qui avait donné naissance à des races inférieures humaines qui avaient pu ensuite coexister avec les descendants de l'humanité qui, elle, était plus parfaite. Alors ce débat sur le polygénisme et le monogénisme, il a continué, encore une fois, avant l'avènement du transformisme. Et c'est assez intéressant de voir que pendant le siècle des Lumières, dans le fond, les esprits qui étaient les esprits les plus progressistes, comme Voltaire par exemple, en fait, étaient complètement ralliés à des thèses qui étaient plutôt des thèses polygénistes. Et on a souvent critiqué Voltaire de ce point de vue-là, puisque, bon, je vous ai mis ici quelques citations, je ne sais pas s'il faut vraiment que je prenne la peine de vous les lire, mais qui sont quand même assez franchement racistes, si on les lit avec des critères d'aujourd'hui. Donc, en gros, Voltaire se fait le défenseur de la supériorité des hommes blancs, et il dit sans embâche donc qu'ils sont supérieurs aux nègres, et que ces nègres, ils sont aussi différents des hommes blancs que les huîtres peuvent être différents des singes ou des hommes. Vous voyez, donc ça va très très loin. Alors ce débat, il va se poursuivre quand va commencer à se développer l'anthropologie biologique et puis les recherches sur l'évolution humaine, avec des arguments qui sont des arguments beaucoup plus scientifiques. Et on a, à la fin du XIXe siècle, enfin dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des sociétés savantes qui apparaissent en France et en Angleterre. Donc en France, c'est la Société d'anthropologie de Paris, qui est créée en 1859. Et en Angleterre, on va avoir aussi une Anthropological Society of London qui est créée en 1863. Ces sociétés, donc, qui rassemblent des gens qui travaillent sur l'anthropologie physique, mais aussi sur la préhistoire et sur des questions d'origine, sont des sociétés qui sont quand même essentiellement des sociétés acquises aux thèses polygénistes. Et on a en particulier à Londres la création de cette société anthropologique de Londres est le fruit d'une scission en fait avec une autre société qui est la société ethnologique, Ethnological Society of London. En gros, c'est une scission entre des polygénistes et des monogénistes. Et alors, c'est assez paradoxal, dans le fond, de considérer ça, encore une fois, avec nos yeux d'aujourd'hui, parce que, dans le fond, cette communauté de savants qui est polygéniste, ce sont des gens qui se perçoivent comme des progressistes, si vous voulez. C'est la gauche de l'époque, mais c'est une gauche qui est polygéniste et qui est raciste, en fait. On peut illustrer cette opposition avec deux personnages qui sont des membres de la Société d'anthropologie de Paris et qui sont d'une part Gabriel de Mortillet et d'autre part Armand de Quatrefages. Alors, ce sont deux personnages qui ont joué un très grand rôle dans le développement de l'archéologie préhistorique pour Mortillet et dans les premières descriptions d'hommes fossiles, en particulier les hommes de Cro-Magnon auxquels il a consacré des travaux, avec Armand de Quatrefages. Alors, donc Mortillet, c'est justement un de ces polygénistes. Mortillet, il est surtout connu, il a fait énormément de choses, mais il est surtout connu pour avoir élaboré cette chronologie des temps préhistoriques, qui n'est pas seulement une chronologie, c'est en fait une vision de l'évolution passée,
avec ce qu'il appelait des époques, et chacune de ces époques correspond à un stade culturel, et aussi, très vite, on va faire la correspondance entre ces stades culturels et puis des stades biologiques, et donc il y a une notion de progrès d'un stade dans l'autre. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que, en fait, pas mal de termes qui ont été créés par Mortillet sont encore utilisés aujourd'hui. Hein. On parle de moustérien ou de solutréen, encore quand on étudie les industries paléolithiques aujourd'hui. Donc Mortillet a une très très grande influence. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, et vous verrez, vous voyez tout de suite le lien avec le titre de ma présentation, c'est que Mortillet, c'est aussi un homme politique. Et c'est un homme politique, c'est un peu la France insoumise du 19e siècle. Hein. Donc il va se présenter aux élections Saint-Germain-en-Laye. Donc il va être élu maire. Et il est animé par une opposition assez farouche au parti conservateur, et en particulier, il est animé par un anticléricalisme très très violent. Et beaucoup des thèses de Mortillet à propos de la préhistoire sont en fait des thèses qui sont soutenues par ce sentiment anticlérical. Et à l'opposé, Armand de Quatrefages, c'est quelqu'un qui est monogéniste et qui s'oppose aux théories évolutionnistes, en tout cas en ce qui concerne l'homme, parce qu'il veut considérer l'homme comme un règne à part du règne animal et du règne végétal. Et dans le fond, Quatrefages, il est un peu comme Mortillet, aussi animé par des tendances qui sont des tendances autant religieuses et politiques que scientifiques. En gros, on a une opposition entre des conservateurs qui sont des conservateurs catholiques, qui sont en fait attachés au récit biblique et qui essaient de trouver un compromis entre les découvertes qui se multiplient de sites préhistoriques et bientôt de restes d'hommes paléolithiques, et puis des gens qui sont en fait assez violemment opposés à ces conservateurs, qui sont anticléricaux et qui, eux, défendent des thèses polygénistes. Alors ce débat entre polygénistes et monogénistes, il va évoluer au cours du XXe siècle vers une opposition entre ce qu'on va appeler les gens qui sont les tenants du polycentrisme pour expliquer l'origine des populations actuelles, et puis des gens qui sont des monocentriques. Alors pendant très longtemps, dans le fond, cette conception polycentrique de l'origine de l'homme actuel, dans le fond, elle domine, comme a dominé le polycentrisme dans les sociétés scientifiques de la fin du XIXe siècle. Et ce polycentrisme, il a dominé jusqu'à une période assez récente en réalité. Quand j'étais moi-même étudiant, ce qui tenait un peu le haut du pavé dans les études paléontologiques, c'était le monocentrisme. Alors qu'est-ce que c'est ce monocentrisme ? C'est quelque chose qui a été vraiment bien formalisé par un chercheur allemand qui s'appelait Franz Weidenreich, qui a une très très grande influence en paléontologie humaine, et c'est l'idée que les différents groupes, alors on appelait ça des races à l'époque, actuelles, trouvent leur origine dans des populations archaïques du passé distinctes. Et donc, en gros, la thèse de Weidenreich, c'est que les Européens actuels descendent de quelque chose comme l'homme de Néandertal, et puis que les habitants de l'Asie actuelle descendent d'Homo erectus chinois, comme ceux que Weidenreich a eu l'occasion d'étudier à la fin de sa carrière. On va peut-être revenir un peu sur Weidenreich un peu plus tard dans mon exposé, mais Weidenreich, c'était un paléoanthropologue juif
qui a eu pas mal de problèmes avec le régime du Troisième Reich juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, il a eu une vie particulièrement difficile, hein, parce qu'il a été d'abord, il a commencé sa carrière en Alsace, en fait, à l'époque où l'Alsace était encore une partie de l'Allemagne. Et puis ensuite, il a dû quitter son poste à Strasbourg, il est parti à Francfort, et puis là, de Francfort, il a fini par être éjecté à cause de ses travaux qui étaient mal vus par le régime nazi. Donc il a fini sa carrière, en fait, aux États-Unis. Alors ces thèses polycentriques, donc, elles mettent en avant cette continuité entre des formes archaïques locales et puis des populations actuelles. Donc vous voyez bien qu'on est dans la continuation de cette origine séparée de groupes raciaux actuels qui expliquent leurs différences. Alors quand même, déjà à l'époque de Weidenreich, on envisage qu'il y a quand même des échanges entre toutes ces lignées, mais enfin, ce qui est quand même mis en avant, c'est la continuité régionale. Et ces thèses, elles vont continuer à fleurir au XXe siècle, avec en particulier quelqu'un qui s'appelle Carleton Coon, et qui, au début des années 60, écrit un livre qui s'appelle The Origin of Races, où il enfonce le clou du polycentrisme. Et Kuhn, quand on lit The Origin of Races, il y a là-dedans des phrases qui sont assez radicales sur les différences entre les groupes humains actuels. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez lire ce qu'il raconte là dans cette petite citation, mais en gros, il explique que dans les formes humaines actuelles, eh bien, voilà, on peut faire un contraste entre ce qu'il appelle la forme alpha et la forme oméga. Hein, donc, je ne vous fais pas un dessin. Donc, la forme alpha, c'est ce collègue chinois avec un très gros cerveau. Et puis, la forme oméga, c'est cette pauvre aborigène australienne avec sa capacité crânienne en dessous de 2000 cm3. Et donc, tout ça, pour Kuhn, s'explique par ces différences d'origine, et en particulier le fait que, dans le fond, ces aborigènes australiens, ils ont une origine au sein des Homo erectus indonésiens. Et tout ce mouvement de pensée va continuer à fleurir pendant le XXe siècle en se modifiant, parce qu'il y a quand même des critiques qui sont apportées. Et donc, va culminer avec un modèle qu'on appelle le modèle multirégional, qui va qui a été particulièrement promu par un chercheur américain qui s'appelle Milford Wolpoff, mais pas seulement, hein, il y a beaucoup de gens qui ont continué dans cette veine-là, qui va continuer avec cette idée d'origine séparée dans différentes régions du monde, mais quand même en mettant de plus en plus en avant cette question des échanges entre différentes lignées, parce qu'évidemment, on veut se défendre des critiques qui peuvent être apportées à des gens comme Kuhn, qui sont quand même perçus de plus en plus comme des racistes, mais en fait, Wolpoff et d'autres continuent quand même à défendre l'idée que, entre un crâne d'aborigène australien et puis un crâne d'Homo erectus indonésien, il y a une grande similarité, et dans le fond, que c'est quelque chose qu'on peut distinguer de ce qu'on a, par exemple, en Europe ou en Afrique. Et on a, simultanément, va se développer ce qu'on pourrait appeler une forme de virtue signaling, hein, c'est-à-dire qu'on veut se dédouaner de l'accusation de racisme. Et donc, vous voyez que Milford Wolpoff et sa compagne Rachel Kaspari vont se fendre d'un bouquin qui est sur cette notion de multirégionalisme,
mais vu d'un point de vue en fait antiraciste. Et en fait, l'argument qui est développé de plus en plus, c'est que en fait, à cause de ces échanges entre toutes ces lignées, eh bien, on ne peut pas vraiment les reconnaître comme des espèces différentes. Et dans le fond, une des thèses qui va être défendue par Milford Wolpoff, surtout à la fin de sa carrière. Alors, c'est un peu difficile de parler de la fin de sa carrière parce qu'il est encore de ce monde, hein. Mais disons l'idée que dans le fond, depuis 2 millions d'années, on a la même espèce d'hommes et que donc toutes ces discussions pour savoir est-ce que les Néandertals sont différents des Homo sapiens, eh bien donc c'est un retournement en fait de l'accusation de racisme. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir comment, alors au XIXe siècle, dans cette opposition qu'on avait entre polygénistes et puis monogénistes, dans le fond, on se fichait bien de savoir si c'était moralement répréhensible d'être polygéniste ou pas. Mais graduellement, au cours du XXe siècle, et alors singulièrement après la Seconde Guerre mondiale, cet argument, je dirais, moral, va devenir de plus en plus prégnant. Et donc, vous voyez qu'on se retourne cet argument de racisme dans un sens ou dans l'autre, et ça devient très important dans le fond, de se dédouaner de cette accusation. Alors, finalement, ce débat entre polygénisme, monogénisme, qui s'est transformé en polycentrisme, monocentrisme, et puis ensuite entre la question de savoir s'il y a une évolution multirégionale ou pas, il va se clore dans les années 80, 90 du XXe siècle. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'on a des travaux des généticiens et puis aussi des découvertes paléontologiques qui vont montrer eh bien, que, en fait, d'abord, premièrement, tous les hommes actuels ont une origine commune récente, et que cette origine, c'est une origine africaine. Et donc, en gros, on a des lignées qui sont des lignées humaines qui ont évolué en Afrique pendant une période de temps, et puis ensuite, eh bien, une branche de ces lignées qui est sortie d'Afrique et qui a peuplé le reste de la planète. Et je dirais probablement une des publications qui est fondatrice de ça, c'est une publication qui sort en 1987 par des généticiens qui sont à l'université de Berkeley, qui étudient l'ADN mitochondrial et qui vont commencer à démontrer ça. Alors, ça donne lieu à un débat très important. Mais vous voyez que dès cette époque-là, on a... si je peux dire, on ressort du placard un petit peu le récit biblique, puisqu'on revient donc à cette idée d'origine pratiquement unique de tous les hommes actuels. On parle d'Ève africaine, et voilà la couverture de Newsweek qui sort au moment de cette publication dans les années 87. Alors il y a beaucoup de discussions autour de ce modèle, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, toutes les études qui vont être menées par la suite, là c'est une étude sur le chromosome Y, mais il y en a d'autres sur d'autres aspects de la génétique, vont en fait ne faire que renforcer ce schéma d'origine africaine récente de tous les hommes actuels. Ce que je voudrais souligner quand même dans cette histoire, c'est que, dans le fond, ce qui est assez paradoxal, c'est que vous voyez qu'on part au début d'un débat qui est essentiellement animé par des enjeux qui sont religieux et idéologiques, entre des conservateurs et puis des anticléricaux. Et c'est assez paradoxal de penser qu'à la fin, finalement, ce sont les conservateurs qui ont gagné. C'est-à-dire, c'est les gens qui étaient des partisans de l'origine unique de l'humanité qui ont gagné, mais ils ont gagné pour de mauvaises raisons, évidemment. Ils ont gagné, eux, ils étaient du côté de la Bible. En fait, c'est la génétique qui a quand même finalement emporté le morceau. Alors, maintenant, je voudrais vous donner, j'abuse un petit peu de mon temps, un second exemple qui est un exemple archéologique. Pour vous montrer aussi comment la politique intervient, alors pas seulement quand il s'agit de comprendre la diversité humaine, mais aussi quand il s'agit d'archéologie paléolithique.
Pendant la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, le régime nazi s'intéresse énormément à l'archéologie. Et on a la création par Heinrich Himmler. Alors, je ne sais pas si vous êtes versé là-dedans, mais Himmler, c'était le chef de la SS. Hein. Il a été ministre de l'Intérieur du Troisième Reich. Hein. Et donc, Himmler, lui-même, crée en Allemagne un institut d'archéologie, qui s'appelle la Ahnenerbe. Alors, c'est un nom beaucoup plus long que ça en allemand, évidemment. En allemand, c'est toujours beaucoup plus long. Mais disons, en gros, c'est un institut qui s'intéresse à l'héritage ancestral. Et donc, la mission qui est donnée à ce Ahnenerbe, dont vous avez ici le sigle, c'est dans le fond, à travers l'archéologie, de montrer l'importance de l'héritage de la Grande Allemagne et s'intéresse beaucoup, alors surtout à de l'archéologie récente, hein, ce sont des sites vikings, des sites de l'âge du bronze, des choses comme ça, de la proto-histoire, qui tentent à... Enfin, ce qu'on essaie de montrer, c'est que dans le fond, la Germanie et ses origines a joué un très grand rôle dans le développement de la civilisation européenne, avec aussi ce rôle des Aryens, un peuple un petit peu mythique qui aurait toujours été une sorte de race supérieure. Et on a peut-être un peu oublié ça, mais pendant l'invasion de différents pays d'Europe de l'Est, eh bien, à côté d'actions des groupes SS assez radicaux, on a dans leur bagage, si je peux dire, des équipes d'archéologues qui vont fouiller des sites. Ici, c'est une photo qui est prise sur un site en Ukraine, un site de l'âge du bronze, qui s'appelle Solone, et vous voyez une équipe, d'ailleurs d'archéologues, qui sont des archéologues néerlandais, qui fouillent, qui accompagnent donc l'invasion allemande et qui va fouiller un certain nombre de sites. Alors, je vous ai dit, ça concerne surtout de l'archéologie récente, proto-historique, voire historique, mais ça a aussi concerné l'archéologie paléolithique, et en particulier quand la Ahnenerbe est créée, il y a un archéologue néerlandais qui s'appelle Asian Bomers qui va envoyer sa candidature à Himmler pour être recruté. Et il envoie cette photo, d'ailleurs, pour montrer qu'il est un bel arien, lui aussi. Hein, et il est recruté par la Ahnenerbe. Et Bomers va faire un certain nombre de fouilles archéologiques. Et en particulier, il va fouiller dans un site qui est près de la ville de Mauern, en Bavière. Et dans ce site, il va fouiller des niveaux paléolithiques, en particulier des niveaux de la fin de ce qu'on appellerait aujourd'hui le paléolithique moyen, le contact avec le paléolithique supérieur. Et il trouve dans des niveaux de cette couche qu'il appelle F, des pointes comme celle-ci, des pointes foliacées, qui sont trouvées en association avec des foyers, il y a de l'ocre, il y a des choses comme ça. Et donc, Bomers va peu à peu élaborer cette notion que ces objets, qui sont très, très spectaculaires, ont été fabriqués par des Cro-Magnons, en opposition à ce qu'on connaissait déjà à l'époque pour le paléolithique moyen, c'est-à-dire les Néandertals, et que, dans le fond, ces Cro-Magnons sont apparus d'abord en Allemagne, donc cette grande Germanie, il y a 70 000 ans, et que donc il y a une origine des hommes modernes, et donc plus tard des Germains et plus tard des Aryens, en Allemagne il y a 70 000 ans, et ces thèses vont plaire énormément à Himmler, et donc Bomers va connaître une assez belle carrière, en tout cas pendant la fin des années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut dire que depuis, on a trouvé d'autres points de foliacés comme ça, et mon équipe fouille un site qui est le site de Ranis, hein, où on a aussi des objets comme ça très spectaculaires,
qui sont des objets qu'on trouve à la transition entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur. Alors ceux de Rani sont rattachés à un ensemble archéologique qui est différent de celui qu'on a à Mauern, hein. C'est quelque chose qu'on appelle le LRJ. Mais je vous raconte tout ça pour vous dire qu'il est possible en fait que Bomers ait eu raison d'une certaine façon, c'est-à-dire que ce soit vraiment des hommes entre guillemets modernes qui aient fabriqué ce genre de points de foliacés. Mais la question n'est pas tellement là. La question, c'est que dans le fond, Bomers, il vend ses thèses à la Anne Herbe et à Himmler. Parce que dans le fond, ces thèses, elles plaisent aux dirigeants nazis, et d'ailleurs elles vont valoir à Bomers d'être reçues par des hauts dignitaires, et en particulier, il défend l'idée qu'il n'y a aucune connexion entre ces Cro-Magnons germains qui ont fabriqué ces points de foliacés et puis les Néandertals qui ont précédé. S'opposant à cela, à ce que Weidenreich, qui avait été exclu et exilé hors d'Allemagne, défendait un petit peu à la même époque. Alors, grâce à ces découvertes, Bomers va continuer sa carrière. On va lui laisser fouiller d'autres sites, en particulier un site très célèbre qui est aujourd'hui en République tchèque, qui est le site de Dolní Věstonice. Et pour la petite histoire, Bomers vient aussi en France visiter l'IPH et il rencontre l'abbé Breuil, enfin il raconte tout ça, et il va avoir un privilège extraordinaire, c'est que l'abbé Breuil va l'emmener visiter la grotte des Trois Frères. Et à l'époque, très peu de gens pouvaient visiter la grotte, hein, les propriétaires de la grotte ne laissaient rentrer que quelques visiteurs. Et donc Bomers, dans le fond, voit se concrétiser ce rêve, d'ailleurs que d'autres dirigeants nazis auraient bien aimé, d'autres dirigeants nazis auraient bien aimé bénéficier. Et Bomers, on le comprend, en fait, rêve de construire en Allemagne une sorte d'IPH à Munich, hein, qui prendrait en fait en charge l'étude de ces sites paléolithiques, parce que dans le fond, ils pensent que les Français comprennent pas très très bien tout ça et cet art paléolithique. Donc, ce qui est intéressant alors Bomers, à la fin de la guerre, il va être un petit peu inquiété, il va être interné pendant quelques mois parce qu'il est dénoncé par d'autres archéologues. Mais dans le fond, il va assez vite être, libéré. Il va convaincre les Alliés qu'en fait, il n'a jamais fait rien de mal. Et il va continuer sa carrière d'archéologue, d'ailleurs, comme d'autres membres de la Anne Herbe. Donc, voilà un autre exemple où on a une utilisation de l'archéologie à des fins politiques. Alors évidemment, on pourrait penser qu'aujourd'hui, on est libéré de tout ça, puisque, évidemment, on ne vit pas sous un régime totalitaire comme le Troisième Reich. Néanmoins, je voudrais quand même souligner un point, c'est que quand on regarde dans une perspective historique ce qui s'est passé dans cette période très, très dramatique, on observe que les archéologues allemands, dans les années 30 et 40, ont massivement adhéré au Parti national-socialiste. C'est une des professions qui a été le plus nazifiée, si je peux dire. On estime qu'il y a plus de 85% des archéologues allemands qui ont adhéré au Parti nazi. Alors, ils ont adhéré au Parti nazi. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient des criminels sanguinaires qui voulaient commettre des crimes contre l'humanité? Je ne pense pas. Je pense que Bomers et d'autres, en fait, simplement étaient soucieux de leur carrière et donc ils voulaient des crédits pour leurs fouilles et ils voulaient des promotions professionnelles. Et la voie pour obtenir ça, c'était d'adhérer au parti nazi. Alors aujourd'hui, évidemment, on vit dans une époque qui est animée par d'autres idéologies et d'autres priorités. Donc on est plutôt dans une ambiance diversitaire, décoloniale, féministe.
Mais on voit bien que, dans le fond, on a l'adhésion d'un certain nombre, alors parfois de scientifiques ou parfois de gens qui s'intéressent plutôt à la diffusion au grand public, dans le fond, de cette idéologie dominante et qui, dans le fond, vont dans le sens où le vent souffle, un petit peu comme mes archéologues allemands des années 30 ou des années 40. Et on a en particulier, aujourd'hui, des débats autour, par exemple, du statut de l'homme de Néandertal ou du statut de la femme dans le passé, des choses comme ça, où, de mon point de vue, il est assez clair que tous ces sujets sont ouverts au débat, mais il y a des opinions ou des idées que vous pouvez avoir, mais que vous ne pouvez pas exprimer trop fort, parce que le risque que vous encourez, c'est de ne pas obtenir de poste, de ne pas obtenir de promotion, ou de ne pas obtenir de financement auprès d'un organisme européen. Voilà, je vous remercie pour votre attention.